Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous. Je vous propose de découvrir des auteurs de théâtre français classiques. Aujourd'hui, Molière. Alors pour vous situer un peu Molière, il est né et mort à Paris, même si ça a été un très grand voyageur à l'intérieur du pays. Il est donc né le 15 janvier 1622 et est mort le 17 février 1663 à l'âge de 51 ans. Je vais vous faire découvrir tout d'abord la scène 1 de l'acte 1 du Misanthrope, écrit en vers. C'est une scène entre Philinte et Alceste, deux amis, et Alceste étant le misanthrope. Philinte. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore dites-moi, quelle bizarrerie! Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoiqu'ami enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. En tout homme d'honneur, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses, et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, ah, vous avez chargé la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais, de regret, pendre tout à l'instant. Je ne vois pas, pour moi, que le cas soit pendable, et je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt, et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient t'embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnaie, répondre comme on peut à ses empressements, et rendre offre pour offre, et serment pour serment. Non. Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Ah, je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat, et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin il court en faire autant? Non, non, il n'est point d'âme un peu bien située, qui veuille d'une estime ainsi prostituée, et la plus glorieuse a des régals peu chers, dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence une estime se fonde, et ce n'est estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez, dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance, qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue, et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil que l'usage demande. Non, vous dis-je, on devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur, dans nos discours se montre, que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments.
Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise, et parfois n'en déplaise à votre austère honneur. Il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense, et qu'on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge il sied mal de faire la jolie, et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Sans doute. À Dorilas qu'il est trop importun, et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse, à compter sa bravoure et l'éclat de sa race. Fort bien. Oh, vous vous moquez. Je ne me moque point, et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre dans une humeur noire, en un chagrin profond, quand je vois vivre entre les hommes comme ils font. Je ne trouve plutôt que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je ne puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage, et crois voir en nous deux, sous même soin nourris, ces deux frères que peint l'école des maris. Donc, oh mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades. Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie, et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. C'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine? Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion? Encore, en est-il bien dans le siècle où nous sommes? Non, elle est générale, et je hais tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants, et n'avoir pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance on voit l'injuste excès, pour le franc scélérat avec qui j'ai procès, et les autres pour être méchants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance on voit l'injuste excès, pour le franc scélérat avec qui j'ai procès, au travers de son masque on voit plein le traître. Partout il est connu pour tout ce qu'il peut être, et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois, c'est pousser dans le monde, et que pour eux on sort de splendeur revêtue, faire gronder le mérite et rougir la vertu. Quelque titre honteux, qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme, et scélérat maudit. Tout le monde en convient et nul n'en contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit, partout il s'insinue. Et s'il est par la brique un rang à disputer, sur le plus honnête homme on le voit l'emporter. Tête bleue, ce sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice on garde des mesures, et parfois il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert à l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs, du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur, et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À la force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité, et veut que l'on soit sage avec sobriété. Ces grandes raideurs des vertus
des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle vaut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps sans obstination, et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. J'observe, comme vous, 100 choses tous les jours, qui pourraient mieux aller prenant un autre cours. Mais quoi, à chaque pas, je puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes, comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils sont. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe, autant que votre bile. Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que pour avoir vos biens on dresse un artifice, ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous, verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? Oui, je vois ces défauts dont votre âme murmure, comme vice uni à l'humaine nature, et mon esprit enfin n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe injuste intéressé, que de voir des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants et des loups pleins de rage. Je me verrais trahir, mettre en pièces, voler, oh, sans que je sois morbleu, oh, je ne peux point parler, je ne veux point parler, tout ce raisonnement est plein d'impertinence. Ah, ma foi, vous ferez bien de garder le silence. Contre votre parti, éclatez un peu moins et donnez au procès une part de vos soins. Je n'en donnerai point, c'est une chose dite. Mais qui voulez donc qui vous sollicite? Qui je veux? La raison, mon bon droit, l'équité. Aucun juge par vous ne sera visité. Non. Est-ce que ma cause est injuste ou douteuse? J'en demeure d'accord, mais la brigue est fâcheuse, et non, j'ai résolu de n'en pas faire un pas. J'ai tort ou j'ai raison? Ne vous y fiez pas. Je ne remuerai point. Votre parti est forte, et peut par sa cabale entraîner. Ah, il m'importe! Vous vous trompez. Soit j'en veux voir le succès, mais j'aurai le plaisir de perdre mon procès. Mais enfin, je verrai dans cette plaisanterie si les hommes auront assez d'effronterie, seront assez méchants, scélérats et pervers pour me faire injustice aux yeux de l'univers. Quel homme! Je voudrais, m'en coûta-t-il grand-chose, pour la beauté du fait, avoir perdu ma cause. On se rirait de vous, Alceste, tout de bon, si l'on vous entendait parler de la façon. Tant pis pour qui rirait. Mais cette rectitude que vous voulez, en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici, dans ce que vous aimez? Je m'étonne, pour moi, qu'étant, comme il le semble, vous et le genre humain si fort brouillés ensemble, malgré tout ce qui peut vous le rendre odieux, vous ayez pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère Éliante a du penchant pour vous, la prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leurs vœux, votre âme se refuse, tandis qu'en ces liens Célimène l'amuse, de qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. D'où vient que leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle? Ne sont-ce plus des faux dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas? Ou les excusez-vous? Non, l'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve, et je suis, quelque ardeur qu'elle ait pu me donner, le premier à les voir comme à les condamner. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en blâmer, en dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte, et sans doute ma flamme de ces vices du temps pourra purger mon âme. Si vous faites cela, vous ne ferez pas peu, vous croyez être donc aimé d'elle? Oui, parbleu, je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Même si son amitié pour vous se fait paraître, d'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui? C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui, et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire.
pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, la cousine Éliante aurait tous mes soupirs. Son cœur qui vous estime est solide et sincère, et ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Il est vrai, ma raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Je crains fort pour vos feux. Je viens de vous lire donc la première scène d'entre Alceste et Philinte du Misanthrope, donc une scène très célèbre et qui avait assez déplu aux courtisans de Versailles à l'époque. Donc maintenant, je ne pouvais pas m'empêcher de vous lire la scène 7 de l'Avare, le monologue d'Harpagon. Au voleur! Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Au meurtrier! Ah, juste ciel! Juste ciel! Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Ou qui est-ce? Oh, arrête! Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh, oh, c'est moi. Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein? Que dites-vous? Ce n'est personne? Il faut, qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure, et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Oh, sortons, je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille, à moi aussi. Ah, que de gens assemblés. Ah, je ne jette mes regards sur personne qui me donne des soupçons. Tout me semble mon voleur. De quoi est-ce que l'on parle là, hein? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Oh, est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là, parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Pour terminer, voici un petit monologue d'une pièce un peu moins connue, la scène 3 de Georges Dandin. Donc Georges Dandin est un riche propriétaire fermier qui a épousé une dame, on va dire, jeune femme très belle de la ville, mais la cohabitation n'est pas simple. Voici donc la scène 3 de Georges Dandin, un bien joli monologue. Eh bien, Georges Dandin, vous voyez de quel air votre femme vous traite? Voilà ce que c'est d'avoir voulu épouser une demoiselle. L'on vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger, et la gentilhommerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse du moins à l'honneur d'un mari liberté de ressentiment, et si c'était une paysanne, vous auriez maintenant toutes vos coudées franches à vous en faire la justice à bons coups de bâton.
Mais vous avez voulu tâter de la noblesse, et il vous ennuyait d'être maître chez vous. Ah, j'enrage de tout mon cœur, et je me donnerais volontiers des soufflets. Quoi, écouter impudemment l'amour d'un damoiseau et y promettre en même temps de la correspondance. Morbleu, je ne veux point laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et à la mère, et les rendre témoins, à telle fin que de raison, des sujets de chagrin, de ressentiment que leur fille me donne. Mais les voici, l'un et l'autre, fort à propos. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé avec Molière. Eh bien, à très bientôt pour un nouvel épisode de Lecture en Crous. Au revoir et préservez-vous.